René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 1. Les antécédents de Madame Blavatsky. Elena Petrovna Hahn naquit en 1831 à Ekaterinoslo. Elle était fille du colonel Peter Hahn et petite-fille du lieutenant-général Alexis Hahn von Rothenstern-Hahn, d'une famille d'origine mecklembourgeoise établie en Russie. Sa mère, Elena Fadev, était fille du conseiller privé André Fadev et de la princesse Elena Dolgorouki. La future Madame Blavatsky ne devait jamais oublier ses origines nobles, avec lesquelles les allures négligées et même grossières qu'elle affectait de se donner faisaient pourtant un étrange contraste. Dès son enfance, elle se conduisit d'une manière insupportable, entrant dans de violentes colères à la moindre contrariété, ce qui, malgré son intelligence, ne permit pas de lui donner une instruction sérieuse et suivie. À 15 ans, elle jurait à scandaliser un troupier, suivant l'expression de son ami Olcott lui-même, et elle conserva cette habitude toute sa vie. À 16 ans, on la maria au général Nicéphore Blavatsky, qui était fort âgé. Elle partit avec son mari pour la province d'Érivan, dont il était vice-gouverneur. Mais à la première remontrance, elle quitta le domicile conjugal. On a dit que le général était mort peu après ce départ. Mais nous pensons qu'il n'en est rien et qu'il vécut encore au moins 15 ans, car Madame Blavatsky a déclaré l'avoir revu à Tiflis en 1863 et avoir passé alors quelques jours avec lui. Ce point n'a d'ailleurs qu'une importance assez secondaire. C'est donc en 1848 que commença l'extraordinaire vie d'aventure de Madame Blavatsky. En parcourant l'Asie mineure avec son amie la comtesse Kiselev, elle rencontra un copte, d'autres disent un chaldéen, nommé Paulos Métamon, qui se donnait comme magicien et qui semblait avoir été plus ou moins prestidigitateur. Elle continua son voyage en compagnie de ce personnage, avec qui elle alla en Grèce et en Égypte. Ensuite, ses ressources étant presque épuisées, elle revint en Europe, et on la retrouve à Londres en 1851, donnant des leçons de piano pour vivre. Ses amis ont prétendu qu'elle était allée dans cette ville avec son père pour faire des études musicales. Cela est manifestement faux, car à cette époque, elle était brouillée avec toute sa famille, et c'est pourquoi elle n'avait pas osé rentrer en Russie. À Londres, elle fréquenta à la fois les cercles spirites et les milieux révolutionnaires. Elle se lia notamment avec Mazzini, et vers 1856 s'affilia à l'association carbonariste de la Jeune Europe. À la même période se rattache une histoire fantastique dont il est bon de dire quelques mots. Une ambassade du Népal vint à Londres en 1851, suivant les uns, ou en 1854, suivant les autres. Madame Blavatsky prétendit plus tard que parmi les membres de cette ambassade, elle avait reconnu un personnage mystérieux que, depuis son enfance, elle voyait souvent à ses côtés, et il venait toujours à son aide dans les moments difficiles. Ce protecteur, qui n'était autre que le Mahatma Maurya, lui aurait alors fait connaître le rôle qui lui destinait. La conséquence de cette rencontre aurait été un voyage dans l'Inde et au Tibet, où Madame Blavatsky aurait fait un séjour de 3 ans pendant lequel les maîtres lui auraient enseigné la science occulte et auraient développé ses facultés psychiques. Telle est du moins la version qu'a donnée la comtesse Wachtmeister, pour qui ce séjour fut suivi d'un autre stage accompli en Égypte. Il ne peut s'agir ici que du second voyage que Madame Blavatsky fit dans ce dernier pays, et dont nous parlerons un peu plus loin. D'un autre côté, Sinnett déclare que Madame Blavatsky couronna une carrière de 35 à 40 années d'études mystiques par une retraite de 7 ans dans les solitudes de l'Himalaya. Et il semble placer cette retraite presque immédiatement avant son départ pour l'Amérique. Or, même s'il en était ainsi, comme Madame Blavatsky n'avait que 42 ans lors de ce départ, il faudrait conclure
qu'elle avait dû commencer ses études mystiques, entre guillemets, dès sa naissance, si ce n'est même un peu avant. La vérité est que ce voyage au Tibet n'est qu'une pure invention de Madame Blavatsky. Et il faut croire, d'après ce qu'on vient de voir, que les récits qu'elle en fit à différentes personnes étaient loin d'être concordants. Elle en écrivit pourtant une relation dont Madame Besan possède le manuscrit. Et quand on prouva que le voyage n'avait pu avoir lieu à la date indiquée, Madame Besan prétendit que la relation n'était pas réellement de Madame Blavatsky, car celle-ci l'avait écrite sous la dictée d'un Mahatma, et l'on n'y reconnaissait même pas son écriture. On a d'ailleurs raconté la même chose pour certaines parties de ses ouvrages, et c'est là une façon assez commode d'excuser toutes les contradictions et les incohérences qui s'y rencontrent. Quoi qu'il en soit, il semble bien établi que Madame Blavatsky n'alla jamais dans l'Inde avant 1878 et que jusqu'à cette époque, il ne fut jamais question des Mahatmas. La suite en fournira des preuves suffisantes. Vers 1858, Madame Blavatsky se décida à retourner en Russie. Elle se réconcilia avec son père et demeura auprès de lui jusqu'en 1863, époque où elle se rendit au Caucase et y rencontra son mari. Un peu plus tard, elle est en Italie, où elle avait vraisemblablement été appelée par un ordre carbonariste. En 1866, elle est, avec Garibaldi, qu'elle accompagne dans ses expéditions. Elle combat à Viterbe, puis à Montana, où elle est grièvement blessée et laissée pour morte sur le terrain. Elle s'en remet cependant et vient achever sa convalescence à Paris. Là, elle fut quelque temps sous l'influence d'un certain Victor Michal, magnétiseur et spirit, dont le nom a été parfois défiguré dans les récits qui se rapportent à cette partie de sa vie. Certains l'ont appelé Martial, d'autres Marshall, ce qui l'a fait confondre avec un abbé Marshall, qui s'occupait aussi d'hypnotisme et de recherche psychique. Ce Michal, qui était journaliste, appartenait à la maçonnerie, de même que son ami Rivail, dit Allan Kardec, ancien instituteur devenu directeur du théâtre des Folies Marigny et fondateur du spiritisme français. C'est Michal qui développa les facultés médiumniques de Madame Blavatsky, et par la suite, il ne parla jamais sans une sorte d'effroi de la double personnalité qu'elle manifestait dès cette époque, et qui rend assez bien compte des conditions très particulières dans lesquelles elle composa plus tard ses ouvrages. Madame Blavatsky était alors spirit elle-même. Elle le disait du moins et elle se donnait précisément connue appartenant à l'école d'Allan Kardec, dont elle garda ou reprit par la suite quelques idées, notamment ce qui concerne la réincarnation. Si nous semblons mettre en doute la sincérité du spiritisme de Madame Blavatsky, malgré ses multiples affirmations de la période antérieure à la fondation de sa société, c'est que par la suite, elle déclara qu'elle n'avait jamais été spiritualiste. On sait que ce mot dans les pays anglo-saxons est souvent pris comme synonyme de spirit. Il est donc permis de se demander à quel moment elle a menti. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de certain, c'est que de 1870 à 1872, Madame Blavatsky exerça la profession de médium au Caire, où elle avait retrouvé Métamon, et où, de concert avec lui et avec des hôteliers français, les époux Coulon, dont nous aurons à reparler, elle fonda son premier club à miracles. Voici en quelques termes cette fondation fut annoncée alors par un organe spirit. Je cite. Une société de spiritualistes a été formée au Caire, en Égypte, sous la direction de Madame Blavatsky, une Russe assistée de plusieurs médiums. Les séances ont lieu 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi soir, et les membres seuls y sont admis. On se propose d'établir, conjointement avec la société, un cabinet de lecture et une bibliothèque d'ouvrages spiritualistes et autres, de même qu'un journal qui aura pour titre la Revue spiritualiste du Caire, et qui paraîtra les 1er et 15 de chaque mois. Fin de citation. Cependant, cette entreprise ne réussit pas, car au bout de peu de temps, Madame Blavatsky fut convaincue de fraude, comme un peu plus tard, elle devait l'être encore à plusieurs reprises en Amérique, où elle se remit à exercer le même métier.
Ce cas est fort loin d'être rare parmi les médiums professionnels. Nous ne voulons pas dire par là que tout soit faux dans les phénomènes qui servent de base au spiritisme. Ces faits en eux-mêmes sont d'ailleurs parfaitement indépendants de l'interprétation absurde qu'en donnent les spirites. Mais en tout cas, ils ont été fréquemment simulés par des mystificateurs. Et tout individu qui fait de la production de ces phénomènes un métier est éminemment suspect. Parce que, alors même qu'il aurait quelques qualités médiumniques réelles, son intérêt l'incite à frauder lorsque, pour une raison ou pour une autre, il se trouve dans l'impossibilité de présenter de vrais phénomènes. Tel a été certainement le cas de bien des médiums connus et réputés, comme la fameuse Eusapia Palladino par exemple. Tel a été probablement aussi, au début surtout, celui de Madame Blavatsky. Celle-ci, lorsqu'elle se vit démasquée, quitta précipitamment le Caire et revint à Paris, où elle essaya de vivre avec son frère. Mais ne pouvant s'entendre avec lui, elle partit bientôt pour l'Amérique, où elle devait 2 ans plus tard fonder sa société théosophique.